France après que l'on ait changé institutionnellement le pays et qu'on fasse qu'il n'y ait pas une personne qui détienne l'ensemble des pouvoirs auprès de la République avec un Parlement fantôme qui ne représente que les élites bourgeoises qui justement trouvent là accès pour se relégitimer et avec des médias qui justement jouent le jeu, etc. Et donc là, on a en fait cette chance extraordinaire et ce livre est extraordinaire parce qu'il y a un concentrateur d'attention. Vous voyez, enfin, il y a cette chance extraordinaire qui fait qu'il y a des gens qui se regroupent autour de cet objet. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on profite de cette opportunité pour essayer de mettre en branle un mouvement qui existe déjà, qui est celui de Gilets jaunes, avec cette idée que, mais alors qu'on a l'impression que c'est que le moment est en train de passer, que c'est trop tard, qu'on n'a pas obtenu les choses, enfin, qu'on va revenir dans le train-train des élections européennes auxquelles personne ne croit, on va avoir une abstention massive, mais ça ne les dérangera pas parce qu'ils vont envoyer leur notable de façon égale, qui est 60-70% d'abstention, etc. Comment est-ce que nous, on s'active en tant que citoyens pour provoquer une rupture au sein de ce système institutionnel, pour les forcer à rendre les clés qu'il a lui-même braquées. Enfin, c'est les mots de Macron lui-même, c'est quand même extraordinaire. On a élu quelqu'un qui était à ce point conscient de l'imposture dans laquelle il s'était inséré, qu'il a décrit son opération, son élection, comme un braquage qui avait été permis par le fait qu'il avait les plans des lieux. C'est les mots de Macron, hein. C'est Macron lui-même qui décrit son élection comme le braquage permis par le fait qu'il avait les plans du lieu, parce que comme il était conseiller à l'Élysée, il connaissait les lieux de l'inter... Enfin, vous voyez, c'est très très drôle. Merci Emmanuel du respect que tu portes au suffrage universel. Et donc face en fait à cette rupture complète du jeu démocratique mise en place et opérée et montrée, je pense vraiment factuellement par ce texte, c'est vraiment une incitation à la prise en main de notre destin et de notre démos, quoi, de la République dans laquelle on s'insère, et un passage à l'action. Denis Robert qui disait que la vision de Juan Branco était une révolution sombre et forcément sanglante. Non, je ne crois pas du tout à la violence, surtout pas. J'ai précisé mon propos parce que la violence c'est devenu un signifiant creux au sein de nos sociétés. C'est-à-dire que tout et n'importe quoi peut être qualifié de violent dès lors qu'il atteint à l'intérêt des dominants aujourd'hui. Et donc casser une vitrine, ça devient beaucoup plus violent que pousser au suicide quelqu'un ou le licencier, détruire sa vie, etc. Donc la violence contre les individus, contre les corps, c'est évidemment quelque chose qu'on doit rejeter parce que ça revient à faire exactement ce qu'ils font au quotidien. Donc ça sert à rien de s'attaquer à des corps qui sont en fait ceux que l'on défend. Par contre, les modalités insurrectionnelles qui vont nous permettre en fait de nous libérer de cette emprise, pour moi, il n'y a pas de conséquences possibles autres une fois qu'on a fait ce constat, soit en fait de l'abandon de tout rapport aux politiques et à la souveraineté, on rentre chez soi, on fait pousser un potager, et c'est une tentation qu'on peut avoir, mais qui me semble en fait extrêmement délétère, soit évidemment quelque part d'une reprise en main assez brutale de notre destin, en prenant des risques, en s'engageant de la même façon peut-être que moi je me suis engagé pour écrire ce livre, c'est-à-dire en prenant le risque d'une destruction de mon moi. Enfin, vous êtes un miracle, hein. Vous vous rendez pas compte, mon destin théoriquement c'était de mourir au sens social du terme, c'est-à-dire de disparaître. Tout était fait, et tout a été fait pour m'effacer, y compris, donc encore une fois, ce portrait d'Express de moi avant, qui était juste une tentative d'éviction de l'espace social bourgeois, de délégitimation de ma parole dans l'espace public, de façon à me faire disparaître avant que le texte paraisse. Donc moi je pense qu'à un moment, il faut qu'on mesure tous qu'on est face à une période de l'histoire extrêmement particulière, où on a un pouvoir qui ne peut que se prolonger dans cette dérive autoritaire et voire approfondir cette dérive autoritaire et continuer à faire violence et sur les corps et sur les esprits de façon de plus en plus radicale. Et il faut qu'on considère quels sont les outils et les moyens que l'on a autour de nous pour faire rempart à ce pouvoir d'une part, pour le renverser selon moi d'autre part. Et je suis désolé aux plus sociodémocrates d'entre nous qui sont ici, qui ne s'attendaient peut-être pas à ce genre de discours, donc encore une fois ça commence à la fin de mon livre, et finalement pour s'assurer que ce qui viendra après ne sera pas un effondrement encore plus grand. Et ça, une des clés, pour le prendre à l'envers, pour commencer par la fin, une des clés, c'est de créer des contre-pouvoirs dès à présent, c'est-à-dire des assemblées, des personnes qui se connaîtront entre elles et qui sauront que parce qu'elles se sont engagées dans la destitution, quelque part, du pouvoir macronien, par les réseaux de fidélité qui se seront mis en place et d'engagement et de tests mutuels, sauront qu'ils seront capables de s'engager à leur tour si jamais il y avait une défaillance du pouvoir suivant, et sauront faire peur à ce pouvoir en montrant c'est de notre fait que ce pouvoir est tombé, donc ne vous avisez pas de dériver à votre tour, car nous serons attentifs
au fait que vous tomberez. Alors là, on se dit, vous allez peut-être vous dire, on est à Montpellier, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est à 800 km de Paris, c'est impossible, etc. Donc c'est là où j'en reviens à ma place dans le dispositif. Moi, je sillonne la France en ce moment grâce à ce livre, et à chaque fois, je vois au moins autant de personnes qu'aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 800, 900, 1000, comme à Grenoble il y a quelques jours, et je crois fondamentalement à l'idée que par de façon très horizontale, en s'organisant ville après ville, chacun, en commençant à voir quelles sont les personnes de confiance, de volonté, etc., on va pouvoir à un moment mettre en branle quelque chose qui va donner suite à cette mobilisation initiale qui était celle des Gilets jaunes, qui en effet, sous sa forme actuelle, est en train de non pas de mourir, mais en tout cas de passer à quelque chose d'assez incertain, où on est tous, on hésite, on se pose la question, mais est-ce que vraiment on va réussir à tenir face aux forces qui sont face à nous, face à l'usure qui nous touche aussi, et s'assurer que toutes ces personnes qui sont mobilisées, qui étaient les plus fragiles dans notre société, qui étaient ceux qui n'avaient pas droit de citer dans le système actuel et qui n'auront pas droit demain de citer dans le système si rien ne change, ne se verront pas écrasés à nouveau et ne s'étoufferont pas. Donc une chose, c'est tout simplement profiter de ce moment-là pour se parler entre nous, entre vous surtout, parce que moi j'ai pas d'instruction à donner, je suis pas là comme le Messie, enfin j'en sais rien. Vous savez beaucoup mieux que moi quelle est la situation localement, quels sont les vecteurs de mobilisation et d'action, et après sur les lieux éventuellement à cibler de façon pacifique, non violente, enfin voilà, après chacun fait sa religion. Je peux vous dire d'expérience une seule chose. Paris tient, et le pouvoir politique tel qu'il existe aujourd'hui, ne tient que par ses préfectures. Les préfectures et les sous-préfectures sont les yeux, les mains, les bras, les jambes de l'État. Les ordres transitent par Paris. Les renseignements sur ce qui se passe, et peut-être celui qui aujourd'hui fera passer en urgence un message, se concentrent en un lieu. On a cette chance extraordinaire dans cette République qui est la République française, qui est encore très centralisée, etc., d'avoir le pouvoir n'est pas diffus comme dans d'autres espaces capitalistes où en final on a créé des imbrications tellement larges qu'il est très difficile de savoir où aller en fait, et on se retrouve du coup à avoir 1000 cibles différentes et à perdre du coup l'intensité que nous donne un instant révolutionnaire ou insurrectionnel. En France, sans préfecture, Paris perd le territoire. C'est aussi simple que ça. Dès le moment qu'il n'a pas de préfecture, les ordres ne vont plus à la police et à la gendarmerie. Et ils doivent passer par des alternatives qui sont extrêmement compliquées à tenir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre et saccager les préfectures? Non. Par contre, la géographie des pouvoirs est essentielle. Il faut que vous ayez en tête, si vous voulez vous re-souverainiser, si vous voulez retrouver des outils, si vous voulez savoir où sont les points sensibles du pouvoir qui vous fait face, si vous considérez à un moment ou à un autre, si vous considérez que ce n'est pas encore le cas, peut-être que vous le considérez dans un mois ou deux, et du coup à ce moment-là, ça deviendra précieux dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'il est fort probable qu'on soit dans une dérive néo-salazariste, où on se prenne dans la tête une sorte de régime semi-autoritaire pour les 40 ans à venir. Donc les points irritants et les points sensibles des pouvoirs, encore une fois, c'est ces lieux-là. C'est ces lieux-là parce qu'ils sont désactivables relativement facilement. J'imagine que vous comprenez maintenant pourquoi ils mettent une telle insistance dans le fait de protéger à Montpellier en particulier. J'ai bien vu les images, cet endroit-là en particulier, et pas la mairie, et pas les casernes de police, etc. Et c'est la meilleure façon aussi de ne pas avoir à s'attaquer au corps, encore une fois. C'est-à-dire que si vous allez vous confronter dans les casernes de gendarmerie, etc., à faire des manifestations sauvages, vous risquez d'être dans une lutte physique, en fait, qui risque à la fois de heurter des personnes qui sont de votre côté, ils seront de votre côté à un moment ou à un autre. Ça, vraiment, il faut savoir comment provoquer ce point de bascule. C'est ce que les Black Blocs ont tenté de faire. Personne n'a compris ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées pour l'acte 18. Ce qui s'est passé, en fait, c'était une tentative de la part des Black Blocs de provoquer une débandade dans les forces de police. Donc c'était en gros de pousser à un moment telle ou telle unité à se disperser parce qu'elles en auraient marre, en fait, elles en auraient marre de tirer des grenades désencerclantes et des LBD, parce qu'il y en a eu en masse, et à un moment se dirait, on en a marre de tirer sur des personnes qui sont comme nous, on préfère sortir, et on va pas sortir les armes pour tirer à balles réelles, et donc c'est exactement ce qu'a compris le pouvoir, qui du coup a mis l'armée la semaine suivante pour défendre les lieux de pouvoir, pour renforcer le contrôle policier devant les manifestations, de façon à s'assurer qu'il y aurait de toute façon trop de policiers pour qu'il y ait cette débandade en place. Mais vous voyez bien que si le préfet de police de Paris a dû être démissionné, et il a été démissionné pourquoi? Parce qu'il avait donné des instructions de calme relatif, c'est-à-dire de réduire le nombre de tirs de LBD, etc. Vous imaginez bien que le préfet de police de Paris qui a provoqué l'éborgnement de on ne sait combien de personnes des semaines précédentes n'est pas devenu du jour au lendemain un Saint-Ange qui se préoccupait du bien des manifestants. C'est juste qu'il a bien senti que la pression et la tension étaient trop fortes au sein des forces de l'ordre, au sein de la hiérarchie, en dessous de lui, et que peu à peu, en fait, il y avait une désolidarisation potentielle et que la seule façon pour lui de maintenir la cohésion au sein de cet espace social, c'était de réduire la pression venant du haut et de dire « d'accord, j'ai entendu, en effet, on va réduire la tension, etc. » Évidemment, il s'est fait éjecter dans la foulée. Pourquoi? Parce que
le gouvernement actuel ne fait qu'une chose, utiliser la police pour ne pas avoir à répondre politiquement aux demandes qui lui sont faites, de justice fiscale, de justice... Parce qu'on en revient à ça. Donc c'est pour ça en fait que pour moi les violences policières c'est pas un sujet essentiel, déterminant, et surtout c'est un sujet dépolitisant. Les violences policières c'est la conséquence du fait que ce gouvernement, en lieu d'être en rapport avec une grande partie de la population qui se mobilise aujourd'hui, préfère envoyer la police pour créer un rempart et se protéger des conséquences de son refus d'élaboration discursive, politique, etc. Donc se concentrer sur les violences policières, et si les médias au bout d'un mois et demi ont fini par parler des violences policières, c'est pour une raison, c'était justement pas le point politique sensible. C'était une façon justement de créer une sorte de respiration sans avoir à toucher à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est une crise politique majeure, une crise de légitimité d'un gouvernement qui, plutôt que de répondre aux aspirations de son peuple, plutôt qu'éventuellement de partir, est prêt à faire tuer des gens s'il le faut en envoyant l'armée, ce qui pourrait arriver dans la semaine suivante si la mobilisation reprend, plutôt qu'à un moment renoncer à sa situation. Et donc face à cette crise politique majeure, eh bien, il y a cette volonté de créer cette usure qui, à mon avis, peut intervenir aux échelles locales, mais qui interviendra surtout si à Paris, sur les champs, à un moment, il y a cette débandade qui va faire penser au reste du pays, les forces de l'ordre du reste du pays, et en fait, il faut qu'on lâche. Parce que c'est sûr que s'il y a une débandade à Montpellier, l'effet peut être limité très rapidement. Ils peuvent dire, c'est un acte isolé, on remplace le préfet, etc. S'il y a un moment une désolidarisation à Paris, là ça fait tache d'huile immédiatement sur l'ensemble du territoire, et c'est ça qu'ils veulent absolument éviter. C'est pour ça qu'ils sont si obsédés à l'idée d'avoir une réponse ultra ferme à Paris. Donc pour moi, la solution ici n'est pas dans ces stratégies de confrontation directe avec les forces de l'ordre, mais par le contournement, par la recherche du lieu symbolique, par l'usure des responsables de ce pouvoir, et donc par les préfets, par une irritation du préfet qui fera qu'en fait à un moment il en aura marre et que lui aussi sentira cette usure et se dira mais moi je veux plus être dans cette position là. Soit c'est un salaud, je ne sais pas quel est le préfet ici, et il sera prêt, et du coup il faut que l'irritation soit telle qu'il y ait une rupture en lui, soit c'est quelqu'un de bien et il faut juste qu'il essaie de se défausser, de sortir de là et qu'il crée l'embarras dans Paris. Donc ça peut aller du tag, ça c'est quelque chose que j'ai suggéré la dernière fois mais vraiment je resuggère. Ça peut aller du tag fait tous les jours sur les murs de la préfecture, alors il faut faire une petite opération à chaque fois, mais qui fait que du coup, au bout du 3e, il va devoir mobiliser des équipes spécialisées pour surveiller 24 heures sur 24 l'endroit où il est fait, ce qui va faire que les gens vont commencer à se plaindre et dire bon bah ça suffit nanana. Moi j'ai suggéré, et je suggère à chaque fois, faites un pochoir avec le portrait de Julian Assange. C'est magnifique, combiner les luttes, on parle de convergence de lutte, c'est la meilleure façon. Et si vous le faites tous les jours, il est obligé d'effacer jour après jour, un acte qui est anodin, qui est peut-être le moins risqué juridiquement parlant, va faire qu'à un moment le type va devenir un peu fou, quoi, va se dire non mais j'en peux plus, c'est qui ces salauds. Donc il va évidemment essayer de reconstruire une sorte de cellule, d'un comité invisible pour se donner l'illusion qu'en fait il a contrôlé la situation, il va faire arrêter des gens, et si le jour d'après, il y a encore des gens qui viennent retaguer. Vous voyez, en fait, c'est une guerre d'usure psychologique, de la même façon qu'ils ont une guerre d'usure psychologique contre nous. Donc vous voyez, c'est pas forcément violent. Encore une fois, mais par contre, ce qui est très important, c'est de créer des regroupements. Il faut que vous voyez autour de vous des personnes courageuses, 4, 5, 6 personnes qui sont prêtes à un moment se dire bon on y va. Ok, c'est pas forcément le plus légal, etc. Mais on est dans une situation tellement délirante que ça vaut peut-être la peine de faire cet acte de plus. Et avoir cette intelligence collective après du moment, c'est de savoir comment faire, c'est pour moi la meilleure façon, à cette échelle-là, ici à Montpellier. Et si on combine ça avec des nouveaux actes massifs, comme ceux qui se préparent, il va y avoir à Toulouse bientôt, mais surtout derrière les 1er mai, le 1er mai à Paris, qui va être essentiel, qui va justement faire que, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va être un moment peut-être de convergence factuelle. C'est-à-dire qu'on a des syndicats qui nous ont complètement trahis, des centrales syndicales qui nous ont complètement trahis, alors que les syndicalistes de base sont impliqués dans ce mouvement de façon extrêmement... Enfin, c'est la continuité de leur lutte au quotidien depuis des décennies. C'est des gens qui ont vu la misère et les conséquences de ces politiques. Donc c'est les personnes les plus honnêtes, les plus sincères. Ces personnes-là, si elles voient qu'à un moment, le défilé de la CGT c'est bien, mais il y a aussi cette chose à côté qu'on peut rejoindre, qu'on peut accompagner et dans lequel on peut confluer, écoutez, là je pense qu'il y aura quelque chose qui sera irrésistible pour le pouvoir existant. Encore une fois, je vous dis tout ça parce que je sens qu'il y a une urgence importante, il y a un moment historique. Moi j'ai appelé à l'abstention, et je finirai là-dessus cette longue intermédiation, j'ai appelé à l'abstention, et c'était mal compris par mes anciens camarades insoumis, pour les élections européennes, pour 3 raisons peut-être. La première, c'est que cette élection, on le sait, ne sert qu'une chose, à envoyer des notables à Bruxelles, parce qu'on sait très bien, et à Strasbourg, parce qu'on sait très bien que le Parlement européen, surtout dans la configuration actuelle politique, n'a pas du tout le poids suffisant pour provoquer une rupture dans les politiques telles qu'elles sont menées, surtout
temporellement parlant, à l'échelle temporelle, à l'urgence, dans l'urgence dans laquelle on est, dans le meilleur des cas, si on arrivait à faire élire une majorité de députés de gauche dans l'ensemble du pays, enfin dans l'ensemble du continent, vous imaginez, on est déjà dans une illusion complète, qui pourrait éventuellement essayer de faire contrepoids aux États qui eux resteraient des majorités conservatrices, etc., et qui entreraient dans des luttes qui permettraient peut-être dans 4 ou 5 ans d'obtenir quelques résultats qui eux-mêmes après devraient être transcrits en droit interne dans 5 ou 6. On ne peut pas être à ce rythme politique. Vous voyez bien, il y a des gens qui aujourd'hui, il y a trop de gens qui aujourd'hui sont dans l'urgence dans ce pays pour se permettre cet embourgeoisement, justement. Et donc la deuxième utilité de ces élections européennes, donc c'est d'envoyer des notables à Bruxelles pour renforcer la dynamique politique de tel ou tel parti dans l'optique d'obtenir des gains dans l'hypothèse 2022. Or moi, deux choses. Je crois qu'il est impossible, même en étant quelqu'un touché par la sainteté, comme je disais, de changer ce système de l'intérieur, c'est-à-dire en se faisant élire président de la République en 2022. Donc même quelqu'un comme François Ruffin, pour ceux qui y croient, ne serait pas en mesure, j'en suis convaincu, je pourrais vous expliquer pendant 1 heure pourquoi c'est inenvisageable de vraiment provoquer cette bascule à laquelle lui-même semble parfois croire. Ça c'est d'une chose. Et d'autre part, encore une fois, 2022, c'est vraiment loin. Et si on veut arracher quelque chose à ce pouvoir, même si c'est pas la révolution, enfin le changement absolu de système, il faut que la pression intervienne beaucoup plus en amont. Et donc quand j'appelle à l'abstention, c'est avant tout pour vous dire concentrez vos forces sur l'important, pas sur les querelles de petits chevaux, enfin les courses de petits chevaux entre Glucksmann, le PS et compagnie, c'est pas même l'UPR, enfin c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui c'est vraiment d'être dans un rapport de force politique parce qu'on a cette chance d'avoir des masses mobilisées dans toute la France encore chaque samedi. L'enjeu c'est vraiment de faire plier ce pouvoir en dehors des échéances électorales. Parce que de toute façon la République en marche fera ses 20 à 22%, parce qu'il y aura 70% d'abstention, parce qu'ils arriveront premiers, il n'y aura pas d'effondrement au niveau électoral. Ils auront toujours ce cœur électoral qui leur permettra de tenir. Donc concentrez-vous sur l'à côté. Et c'est pas grave si c'est... Et donc là, moi, j'en ai tiré 2 choses. Un appel, évidemment, à la démission de François Ruffin. S'il est vraiment sincère dans sa lutte pour les Gilets jaunes, il devrait pousser tous ceux qui l'entendent aujourd'hui, grâce à son film, grâce au livre, etc., à se mettre massivement dans la rue, et pas juste le commenter un peu d'en haut tout en restant député, qu'il sorte de ce système, qu'il appelle à sortir de ce système de façon généralisée. S'il a la sincérité qu'il prétend, c'est dans cette démarche qu'il doit s'inscrire, d'autant plus que si ça ne marchait pas, si on se faisait complètement écraser, dans 6 ou 8 mois, il se ferait réélire, mais les doigts dans le nez. Après avoir fait ça, tout le monde lui ferait confiance, justement, parce qu'il aurait mis en jeu... il aurait montré son intégrité. Et d'autre part, moi je pense que des listes comme la France Insoumise devraient se retirer de cette course de petits chevaux, parce qu'elles savent très bien qu'elles ne pourront pas peser demain. Elles savent très bien que ça ne servira à rien si ce n'est à obtenir un certain nombre de financements qui leur permettront, à système constant, de s'affirmer face à Macron, et du coup, d'être limité par un cadre qui aujourd'hui, et j'en reviens à ce livre, et encore une fois, pour ceux qui ne m'ont pas lu, doivent se dire, mais qui est ce demeuré complètement délirant, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Et je pense qu'après l'avoir lu, vous comprendrez pourquoi j'ai cette radicalité de discours, pour sortir, forcer toutes les forces qui peuvent nous appuyer aujourd'hui, qui prétendent nous appuyer, les sortir de ce qui encore les aspire leurs énergies et les faire nous accompagner réellement. Et à ce moment-là, peut-être, justement, il y aura une acceptation de leur rôle et on leur laissera la place dont ils pensent et leur revient. Donc, au fond, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Ce qu'il y a de nouveau, pour le dire très grossièrement, c'est l'armée dans la rue. Et pour comprendre pourquoi il y a l'armée dans la rue, il faut lire ce que je décris, pour comprendre justement comment est-ce qu'on en est arrivé à une dérive telle qui fasse que face à un mouvement social, qui a encore montré sa capacité à manifester de façon parfaitement pacifique les derniers week-ends, pour peu justement qu'on lui en laisse la possibilité, on a préféré jouer une stratégie de répression complètement délirante pour ne pas répondre à ces demandes politiques. Donc je ne vais pas revenir justement sur les détails de ce qui montre en fait cette sorte de conjonction d'intérêts, d'étouffoir démocratique qui s'est mis en place. Et pourquoi est-ce que je parle à ce point de médias? Parce qu'une démocratie n'existe que si l'accès à l'information est libre. Et il est libre et non faussé. Dès le moment que vous votez en pensant que A et B, vous ne votez pas. Ça revient à ne pas voter. Dès le moment qu'on vous fait croire que A et B, votre vote devient complètement inutile. Et l'idée même de démocratie s'effondre. C'est pour ça que la question de l'information est à ce point essentielle. Quelle est la distinction entre une démocratie et un régime autoritaire? C'est pas la possibilité du vote. Moi, je suis sûr qu'en Corée du Nord, on vote. Mais par contre, c'est la capacité à voter librement. Et pour voter librement, il faut être informé, tout simplement. Et aujourd'hui, cette fabrique de l'information a été complètement distordue de façon à servir un certain nombre d'intérêts. C'est pour ça qu'à la capacité, c'est pour ça que ce livre, à mon avis, leur fait peur, parce qu'il y a un renversement radical de cette emprise qu'ils avaient créée. Et la deuxième question, c'est pas, justement, c'est l'inverse, c'est pas ne pas s'organiser, c'est au contraire. C'est un appel à s'organiser maintenant entre vous. Vous,
c'est vous qui devez vous organiser maintenant. C'est ça qui est magnifique, c'est plus l'attente du type qui... Enfin, les Gilets jaunes nous donnent cette possibilité de provoquer cette bascule par nous-mêmes, sans plus espérer que Saint-Ruffin, Saint je sais pas quoi, Saint-Macron, viendront nous sauver, et parce qu'ils auraient une éthique ou une intégrité particulière, libre à chacun de croire ou pas, en ce qui, la plupart du temps, est une fable, va décider pour nous à nouveau. Et va à nouveau, du coup, se retrouver dans des enjeux de pouvoir qui vont faire que, bah non, il va pas pouvoir décider. Donc cette auto-organisation pour provoquer cette bascule, et pour s'assurer qu'enfin, ce que produira cette bascule sera contrôlé, parce que ceux-là même qui auront provoqué la bascule resteront actifs, et auront pris des risques qui feront qu'ils auront ce courage de se confronter à ces nouveaux pouvoirs et de les censurer et de les contrôler, bah c'est évidemment pour moi la voie. Et après, la question, c'est quelle forme ça prendra. Ça, moi j'ai des idées assez précises, mais elles sont... Je préfère, on peut en parler, mais moi je préfère que chacun réfléchisse. Et c'est la force aussi des ateliers constituants, c'est la force des assemblées, à Commercy, bientôt à Saint-Nazaire, j'étais allé à Commercy. C'est la force justement de cette saisine à nouveau de chacun du peuple. Moi j'ai l'impression qu'à terme, en fait, il y a des mouvements structurels dans l'histoire. Et je pense qu'on est dans ces moments où de toute façon, on va aller naturellement, sans forcément s'en rendre compte, vers cette direction, où il va de toute façon y avoir un État régulateur qui va demeurer, qui va être l'exact inverse de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. C'est-à-dire un État qui, au contraire, va s'occuper des biens communs, donc là, ils veulent privatiser en masse, qui va, au contraire, se concentrer sur les missions les plus fondamentales, régaliennes, pour s'assurer, par exemple, évidemment, il va falloir une transition écologique, mais par contre, on aura toujours des centrales nucléaires, et il va falloir les fermer. Mais le temps de les fermer, etc., on a besoin de structures à l'échelle nationale, qui est la concentration capitalistique suffisante, qui est les ressources humaines et autres, qui permettent d'assurer cette transition. Ça, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'organiser en commune du jour au lendemain. Malheureusement, il y a des systèmes économiques qui font qu'il va falloir assurer cette transition avec encore une tutelle forte. Mais si on réduit cette tutelle forte à la gestion justement de ces biens communs, et à la gestion de cette transition, et que par ailleurs, on se ressaisit du politique en s'organisant à des échelles plus localisées, à des échelles communales, etc., où on reprend un pouvoir qui ne sont pas ces énormes institutions complètement déliquescentes que sont les régions, les conseils généraux, mais justement d'une recréation démocratique à des échelles que l'on pourra soi-même s'attribuer, c'est-à-dire qu'on pourra créer un contrat, par exemple, où, à telle ou telle condition, on pourra créer des formes d'assemblées d'autogestion qui pourront s'occuper, ça ira d'un lieu, un territoire plus ou moins important, en passant par... Enfin, vous voyez, ces formes d'organisation nouvelles politiques qui sont permises par l'émergence de nouvelles technologies qui fluidifient complètement le rapport aux politiques. Les Gilets jaunes sont nés de ce monstre absurde que sont les réseaux sociaux, qui nous font dépendre d'algorithmes qui n'ont qu'une visée, le revenu, le profit, et donc qui utilisent pour ça la publicité pour nous émanciper. Donc on est obligé de s'appuyer sur un monstre, une hydre, qui est obsédée à l'idée du profit, mais qui du coup est tellement obsédée à l'idée du profit qu'elle est prête à nous laisser s'en saisir pour remettre en question le système tant que ça lui rapporte à court terme des bénéfices. C'est quand même magnifique. Mais c'est magnifique d'un côté parce qu'il y a une subversion temporaire, mais aussi c'est très inquiétant sur un peut-être seulement moyen terme, mais peut-être même court terme, qui est qu'à n'importe quel moment, ce dispositif peut être renversé contre nous et peut étouffer ce que l'on a commencé à faire naître. Et bien justement, la remise en question de ces outils et la recréation d'outils parallèles, de nouveaux réseaux sociaux, etc., ce qui est possible avec l'aide justement de l'État, des ressources de l'État, pour recréer des formes de participation décentralisée, pour rompre les oligopoles auxquels on est confronté, sera une des missions, justement avec la fin du nucléaire, qui permettront justement à ces nouvelles instances que l'on créera à l'échelle nationale de très rapidement assurer la capacité pour nous tous de reprendre en main notre destin. Voilà. À long terme, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des risques d'ingérence extérieure? Leurs intérêts sont en partie internationaux, mais leurs corps sont en France. Et il faut vraiment mesurer la vulnérabilité des personnes qui nous dominent. Alors nos gouvernants sont un peu plus protégés que la moyenne parce qu'ils ont accès aux services de police et de l'armée pour se protéger. Mais les personnes dont je parle dans cet ouvrage qui ont procédé à cette OPA sur notre démocratie, les Xavier Niel, les Bernard Arnault, etc., c'est des personnes qui se ressentent comme étant extrêmement vulnérables. Bernard Arnault ne sort pas de chez lui dans le 7e arrondissement sans une dizaine de gardes du corps. C'est-à-dire que pour aller jouer au tennis rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement, il bloque la rue en fait, à chaque fois qu'il rentre dans le cours de tennis pour lui permettre de rentrer. Ses enfants ne font pas un jogging depuis qu'ils ont 15 ans en dehors sans garde du corps. Donc c'est des personnes qui sont dans la panique permanente parce qu'ils ont accumulé tellement de ressources et de pouvoir de se voir à un moment soit violentés et arracher cet argent par le rapport au corps, soit se faire arnaquer. Ce qui explique, c'est un des facteurs explicatifs fondamentaux du fait que ces gens restent entre eux en fait et construisent des systèmes qui sont complètement délirants de services d'intérêt et d'obsession de profit parce qu'ils ont la peur de la perte
est inscrite en eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens sont très fragiles. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus fragiles que ce que vous le pensez. Ils jouent justement de démonstration de force de façon systématique parce qu'ils ont une peur mais massive de ce qu'à un moment, on renverse leur pouvoir, leur fortune et leur position sociale. Et donc, évidemment, ces gens habitent des lieux qui sont assez facilement trouvables. Et le simple fait de faire un sitting devant le grand Trianon, enfin la réplique en marbre rose du grand Trianon de Versailles de Xavier Niel, ou devant l'hôtel particulier rue Barbet de Jouy de Bernard Arnault, c'est des choses qui pourraient les traumatiser. Alors évidemment, je ne vous appelle pas du tout pour le coup à leur faire violence physiquement, vraiment, hein, non, et là pour le coup sans ambiguïté, parce qu'encore une fois, l'enjeu c'est pas de couper des têtes, vous voyez bien, on est face à quelque chose qui va bien au-delà de ça. Mais cette idée de se dire que ces personnes se sentent qui ont tellement accaparé de ressources à notre détriment. Bernard Arnault, c'est 80 milliards d'euros. Vous imaginez le nombre, et ça se compte en milliers, d'infirmiers, de médecins, de professeurs, que l'on pourrait redistribuer immédiatement dans le territoire pour peu que l'on ait accès à cette ressource. C'est démentiel. Dans l'hypothèse où Bernard Arnault démissionne, par exemple, puisqu'il ne sera pas violenté, mais il aura peur, le système reste. Non, dès le moment que quelqu'un comme Bernard Arnault, Xavier Niel commencera à avoir peur, il se soumettra. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ces personnes, évidemment, n'ont que leur intérêt en tête. Et donc une obsession, c'est de développer leur profit jusqu'au moment où leurs corps sont mis en danger. Jusqu'au moment où ils ont peur qu'une révolution démocratique fasse qu'on les menace d'une chose, c'est qu'ils se retrouvent en prison, jugés pour les méfaits qu'ils ont commis. Toutes ces procédures judiciaires qu'ils ont réussi à contourner au long des années, alors qu'ils en ont commis des méfaits, ils en ont commis des illégalités. Mais tu parles, leur position sociale a fait qu'ils ont pu profiter de leur liberté. S'ils sentent qu'il y a une bascule de régime potentiel, qui fait que cette liberté-là, cette position, cette aisance qu'ils ont là, pouvait finir par s'effondrer, eh bien ils feront deux choses. Soit ils s'enfuiront, soit ils céderont. Et il faut jouer en fait de cette température. Alors ce qui se passe, c'est qu'aucun homme politique n'a eu le courage de le faire parce qu'ils avaient trop peur qu'ils ressortent des casseroles, qu'ils les détruisent par leur réputation, etc., qu'ils détruisent parce que leur assise politique dépend de ces oligarques. Ces oligarques ont investi dans la presse dans la seule but de créer ce pouvoir de nuisance, au contraire, pour favoriser les hommes politiques. C'est la seule raison de l'investissement de ces gens dans la presse, de leur passion qu'ils ont découvert pour la presse ces 20 dernières années. Donc dès le moment que vous n'avez pas d'intérêt à être propulsé dans l'espace médiatique ou politique parisien dans les quelques mois à venir, vous pouvez jouer de façon beaucoup plus tranquille votre rapport à ces personnes-là et aller beaucoup plus loin dans le rapport de pression et de mise en tension de ces individus. Et ces individus comptent énormément et beaucoup plus qu'on pourrait nous penser. Encore une fois, 80 milliards d'euros, c'est massif. Évidemment, c'est pas de l'argent qu'il a en cash, c'est pas Picsou avec sa grande caisse, avec son grand coffre-fort. C'est de l'argent qui est investi dans des actions, qui même dépendent des fluctuations des cours en bourse, etc. Mais justement, c'est ce qui a permis à cet homme, par exemple, grâce aux politiques monétaires accommodantes qu'on a mis en place avec la Banque Centrale Européenne, etc., de faire passer en 2016 de sa fortune de 40 milliards à 2 ans plus tard 80 milliards. Cet homme a créé, mesurez le génie quand même, 40 milliards d'euros en 2 ans. On aimerait bien l'avoir président de la République, peut-être finalement. Pour ma part, et je pense que les élections européennes ne vont pas changer radicalement les choses, mais je pense aussi qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des nôtres qui soient dans des positions fortes, ça me semble pour ma part absolument indispensable. Un député européen, surtout 5 insoumis, 10 insoumis, 15 insoumis sur 800, ne serviront à rien, si ce n'est construire encore une fois des notables qui rapporteront de l'argent au parti pour éventuellement en 2022, etc. Or, si vous voyez à quel point le système s'est refermé aujourd'hui, vous savez que cette hypothèse n'est pas viable. Vous savez qu'en 2022, il ne se passera rien et que ce qui va se passer en 2022, ça va être Le Pen face à Macron. Donc si vous voulez vous désarmer aujourd'hui, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le cœur, pas dans le pied, dans le cœur. Pensez que la participation à cette élection va vous offrir une tribune quelle qu'elle soit, mais vous rigolez. Qui va inviter un député insoumis demain pour proposer des changements systémiques comme une constituante? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. La force aujourd'hui, médiatique, politique, citoyenne, est dans la rue. Elle est dans la rue. Et on a réussi à la sortir, malgré des résistances immenses de tous les appareils politiques, syndicaux, etc. On a réussi à faire sortir dans la rue des gens qui n'étaient jamais sortis dans la rue. On a un miracle extraordinaire de personnes qui sont dans une urgence sociale, personnelle, psychique énorme et qui sont aujourd'hui accompagnées.
Et la responsabilité de gens comme la France Insoumise, c'est au contraire d'être dans la rue pour ne pas céder justement à cette fausse alternative qu'on nous propose, qui est de dire soit on joue dans un système dont les règles sont vérolées, soit de toute façon il va y avoir une verticale autoritaire qui va nous écraser. Est-ce qu'on veut vivre dans un système politique où on nous menace d'en tirer dans la rue quand justement on essaie d'exprimer nos idées? Est-ce qu'on accepte de participer à ça? Non, si vous êtes un vrai démocrate et si vous n'êtes pas en train de vous laisser enfumer par des personnes qui veulent maintenir leur place dans ce système-là, vous savez très bien que vous ne voulez pas vivre dans cet espace-là. Vous ne voulez pas vivre dans un lieu où le chantage est soit vous rentrez chez vous, soit on vous tire dessus à balles réelles parce qu'on a sorti l'armée pour défendre nos intérêts. Dès le moment qu'on est dans une situation qui est aussi pervertie et aussi désagrégée, on est obligé de prendre le relais, on est obligé de mettre toutes les forces qui existent aujourd'hui pour accompagner les plus fragiles qui, depuis l'acte 1, prennent le risque de se faire éborgner, prennent le risque de se faire tirer dessus, prennent le risque de tomber dans le coma. Pourquoi? Parce que aucun des appareils politiques, médiatiques ou autres censés défendre leurs intérêts l'ont fait depuis des années. Voilà.